Bonjour Jean Mouton. Bonjour. Vous êtes directeur associé de Jean Mouton Conseil, qui est un cabinet de conseil et de formation. Vous êtes par ailleurs professeur affilié à ESCP Europe, où vous enseignez notamment la négociation. Alors j'ai envie de vous demander, la négociation, peut-être au-delà même du champ économique, au-delà du champ de l'entreprise, pourquoi est-ce si important? Parce que quand les êtres humains vivent ensemble, ils se partagent un espace, ils se partagent un temps, et que, bien évidemment, ils n'ont pas forcément la même conception de l'espace et du temps. Ce qui veut dire que il est nécessaire, la négociation est nécessaire parce que l'ajustement est nécessaire entre les personnes. Ce qui est formidable dans la négociation, c'est que votre façon de négocier va témoigner de votre vision du monde. C'est-à-dire, comment votre façon de négocier va témoigner de comment vous vous situez par rapport aux autres et comment vous considérez les autres par rapport à vous. Et là, bien évidemment, pour comprendre cette approche, il faut comprendre que les êtres humains n'ont pas les mêmes styles de négocier. Vous avez des gens qui négocient pour écraser l'autre, les grands cabinets qui s'intéressent à ça, comment dans les 5 premières minutes écraser l'autre. Et puis vous en avez d'autres qui considèrent, et c'est ma vision de la négociation, que finalement, négocier, ça consiste à être intelligent ensemble. Voilà. Donc un bon négociateur, c'est quelqu'un qui sait faire preuve d'écoute, mais aussi donc, à vous entendre, de flexibilité, d'adaptabilité. Bien sûr, oui. Bien sûr. Et cette notion même d'adaptabilité, c'est que, en fait, en négociation, vous avez un objectif qui est stratégique, qui est votre objectif global. Mais pour parvenir à votre objectif, vous ne pouvez pas y parvenir seul, il y a l'autre. Il va donc falloir faire évoluer l'autre. Mais vous pouvez le faire évoluer pour parvenir à votre objectif en l'écrasant, comme ça le problème est résolu, mais toujours à court terme. En revanche, vous pouvez le faire évoluer en lui faisant découvrir peut-être d'autres façons intelligentes d'aborder le problème. Parce que une des choses qu'on oublie très souvent, c'est qu'en fait, en négociation, on a tendance à dire, il y a un bon, il y a un méchant, le bon c'est moi, le méchant c'est l'autre. Bon. C'est plus subtil que ça. Ça démarre comme ça. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est qu'en fait, comme en histoire, au moment où va se dérouler une négociation, il y a un élément déclencheur. Les gens qui se retrouvent en négociation vivent des causes proches, mais ils n'ont pas forcément les mêmes causes lointaines. Leur culture peut être différente, leur parcours universitaire, leur formation. Vous en avez même qui peuvent, dans les négociations sociales, ne pas avoir de parcours universitaire et qui ont aussi vécu des choses. Et cette notion des causes lointaines va influer sur la façon dont les négociatrices et les négociateurs vont vivre les causes proches à l'intérieur de la négociation. Or, comprendre que l'autre a peut-être une façon différente de réagir à un problème, parce que ses causes lointaines, ses origines, la façon dont il provient, sa culture, sa formation, toutes ces choses sont différentes de la nôtre, ça peut nous permettre de comprendre qu'être intelligent ensemble n'est pas un vain mot. Mais alors comment est-ce qu'on fait pour déceler ces causes lointaines, s'adapter à ces causes lointaines chez l'autre partie? Alors, s'adapter à ces causes lointaines, ça n'est pas toujours facile. Non, c'est pas toujours Mais facile. ce qui est important, je crois, c'est déjà de se poser la question. C'est-à-dire de ne pas être dans une pensée unique, où on dit « j'ai raison, c'est ça », et en cas où l'autre n'est pas d'accord, on lui indique la direction du bûcher. Ça ne va pas, ça. Bon. Donc ça demande une ouverture d'esprit. Ça demande une ouverture d'esprit. Ça demande continuellement de se dire « je ne suis pas seul dans la vie, j'ai l'autre ». Et si je veux parvenir à mon objectif, je ne dois pas oublier que l'autre aussi veut parvenir à son objectif. La conception, me semble-t-il, de la négociation qui a un véritable avenir, c'est la négociation qui va déboucher sur une sorte de partenariat où chacun a la possibilité d'atteindre tout ou partie de son propre objectif. Et où, à la limite, on peut aller même plus loin. On peut inventer, c'est peut-être un petit peu utopique quelquefois, mais une situation où chacun va travailler à l'objectif de l'autre, au lieu de travailler sur son propre objectif. C'est une autre façon. Mais pour cela, il va falloir que vous
sachiez quel est le style de l'autre. Parce qu'en fonction du style de l'autre, vous allez être obligé d'adapter votre propre style. Cette notion-là. Et pour l'expliquer, je pense qu'il faudrait faire un détour par un jeu stratégique et tactique qui a été inventé par mon ami Patrice Stern, avec qui j'ai écrit le bouquin, là, qui était prof à l'ESCP. Aux éditions Duno, voilà. Manuel de négociation. Voilà, qui est prof émérite maintenant à l'ESCP. Et en fait, c'est un jeu qui se joue avec 4 groupes d'étudiants, où on va leur faire prendre tour à tour des décisions, très rapidement, toutes les 3 minutes, en X et en Y. Ils ont le même objectif, gagner le maximum d'argent. Puis, après 3 coups, par exemple, on va les faire négocier. Puis ensuite, on va se retrouver 3 coups, puis ils vont renégocier, puis on va jouer 2 coups, et le jeu est fini. À partir de cela, et ce jeu, par exemple, je l'ai animé pour tous les grands patrons du groupe L'Oréal, mais aussi pour tous les grands patrons du CNRS. Mais le problème reste toujours le même. Est-ce qu'on s'affronte ? Est-ce qu'on s'affronte en voulant dominer l'autre, ou est-ce qu'on essaye de comprendre que l'autre a le même type de problème que nous ? Alors, le truc se joue à 4, c'est un peu compliqué, donc je vous propose de l'expliquer à 2. Alors, vas-y. Donc, on va simplifier les choses. Les décisions se prennent en X et en Y. Si 2 jouent X, chacun perd. Tout le monde perd. Si un joue X et l'autre joue Y, celui qui joue X gagne et celui qui joue Y perd. Si les 2 jouent Y, tout le monde gagne. Cela va nous permettre de déterminer la théorie des jeux en mathématiques de façon très simple. Le jeu, tout le monde joue X, c'est un jeu à somme négative où tout le monde perd. Ça va générer des émotions, la négociation. Oui, le monde est pourri, moi je suis pourri, l'autre aussi, etc. Il n'y a plus qu'à se flinguer. Une espèce de désespoir sur les choses. Le jeu à somme nulle, X, Y, où celui qui joue X gagne tout par rapport à celui qui joue Y, qui perd tout. Quelle est l'émotion que va ressentir celui qui perd tout ? Frustration, vengeance, le salopard, qu'est-ce qu'il m'a fait ? Mais moi, il ne me reste rien. Et l'autre proclame sa victoire. Oh, on les a bien eus. Ouais. Le problème, c'est que c'est toujours à court terme. Voilà. Troisième chose, c'est le jeu à somme positive. Y, Y. Où tout le monde gagne. Où tout le monde gagne. Dans une négociation, on ne peut pas tout gagner. En revanche, on peut tout ou partie gagner sur ses objectifs et faire que l'autre gagne aussi, c'est-à-dire définir une sorte de partenariat. Ça me paraît très important. Si vous me permettez, je voudrais vous donner un exemple. Allez-y. Sans doute parce que des élèves américains, des profs qui sont venus du Québec, lorsque Obama est venu, avant d'être candidat à la Maison-Blanche, soutenir la candidature d'Hillary Clinton, il était sénateur inconnu de Chicago, il va dans le cœur de son discours, qui a stupéfait tout le monde, parce que jamais on n'avait entendu un discours politique comme ça, va reprendre les données du jeu. Voilà ce qu'il va dire. Il va dire, en Amérique, il y a la génération X, issue du baby-boom, qui joue toujours l'un contre l'autre. Race contre race, nord contre sud, vieux contre jeune, riche contre pauvre. Toujours en opposition. Pour un jeu à somme nulle, où la réalisation des rêves des uns se passe toujours aux dépens de la réalisation du rêve des autres. Voilà, donc ce qu'il faut en retenir, c'est qu'une bonne négociation, ce n'est pas forcément celle qui se lancerait avec l'objectif d'écraser l'autre et qu'il y a des terrains d'entente qui sont positifs pour tout le monde. Je ne le pense pas. Je pense qu'il y a des gens qui ont cette vision des choses. Mais comment voulez-vous que nous continuions à partager le même oxygène sur la même petite planète si finalement les choses sont comme ça ? Déjà, des négociations simples ou plus compliquées en entreprise, c'est très compliqué. Mais quand vous passez au niveau des négociations internationales et que derrière la table des négociateurs, vous avez des larmes, du sang, vous avez des milliers de morts, etc., comment est-ce que ça va se passer ? Il faut être très puissant. Il faut avoir une intelligence, il faut comprendre que l'autre aussi est un être humain. C'est toutes ces choses qui me paraissent fondamentales. C'est du pragmatisme, quelque part. C'est du pragmatisme, mais c'est aussi le fait de se dire, sur cette bonne vieille terre, on n'est pas tout seul. Hein ? Alors, si on était tout seul, on dit « je veux »,
évidemment, comme on est seul, personne ne répond non. Eh bien, merci beaucoup, Jean Mais je vous en Mouton, prie. pour cet éclairage. Et puis, pour ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie à votre manuel de la négociation aux éditions Duno. Merci beaucoup. La boîte à outils. La boîte Merci à beaucoup. outils, voilà, boîte à outils. C'est la collection, la boîte à outils. C'est moi qui vous remercie.